Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de notre Outlook 2024, enfin cet Outlook de l'année qui vient, et ben cette année c'est 2024, donc merci de nous rejoindre dans cet événement maintenant un peu traditionnel où on essaie de vous exprimer nos prévisions et nos vues pour l'année qui vient. Donc bienvenue à tous, comme d'habitude on va essayer de discuter avec des experts et des équipes à la fois internes et externes. Vous allez voir, on va avoir un plateau assez riche. Comme d'habitude, donc utilisez les questions. Moi, je vais faire un petit peu le monsieur loyal, mais si vous avez des questions, elles seront meilleures que les miennes. Donc, n'hésitez pas d'utiliser le Q&A. On va faire 3 temps aujourd'hui. On va vous faire une petite introduction sur notre scénario, mais surtout plus intéressant, on va parler de souveraineté énergétique avec un invité de marque. Et puis ensuite, on déclinera le traditionnel plateau sur la macroéconomie qui sera suivi d'une séquence un peu plus marché. Donc, encore une fois, utiliser les Q&A, c'est encore ça qui est le plus interactif et donc le plus intéressant. Nous, pour cette année 2024, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la même période l'année dernière, on était la seule banque du consensus, à dire qu'il n'y aurait pas de récession en Europe. On était parmi les seuls à dire qu'il n'y aurait pas de récession aux États-Unis. Souvenez-vous, on parlait d'inversion de la courbe, des banques centrales qui montaient les taux, de la crise énergétique en Europe. On avait pas mal de banques qui prévoyaient une récession de plus de 10% en Allemagne en 2023. Finalement, rien de tout ça s'est passé. Et on a eu une année 2023 finalement pas si pire, avec une crise énergétique qui avait un petit peu suivi notre scénario, qui était de dire que le pic était derrière nous et qu'évidemment, on ne revenait pas à la normale. On était dans une espèce de transition structurelle vers un monde plus électrique et donc c'était pas fini tout ça et on était en plein chamboule-tout géopolitique. Ça, on va reparler. Évidemment, tout ça n'est pas terminé. On est dans le début de cette transition, mais en tout cas, le pire est sans doute derrière nous de ce point de vue-là. Et donc, on a échappé à la récession parce qu'on a réussi à se passer du gaz russe. On a vu des approvisionnements alternatifs sur du LNG, sur un certain nombre d'autres pays que la Russie. Et puis une accélération fantastique sur la transition énergétique. Aujourd'hui, en 2023, quand vous avez $1 dépensé dans les énergies fossiles, vous en avez 2 dans les énergies renouvelables. On dépense en 2023 plus dans le photovoltaïque que dans le charbon. Donc on a cette espèce d'accélération de l'histoire. Et ça se retrouve aussi sans doute dans la moindre dépendance au monde fossile. Donc on a cette crise énergétique qui se calme un petit peu. Et puis, évidemment, ce qu'a été 2023 va être totalement différent en 2024. C'est-à-dire qu'en 2023, face à une inflation, souvenez-vous, en octobre l'année dernière en Europe, on était à 10,6% d'inflation. Tout le monde nous disait qu'on ne reviendrait jamais. Nous, on avait le scénario d'une inflation temporaire. Je me suis fait pas mal chambrer là-dessus par un certain nombre d'entre vous. L'inflation ne reviendra jamais à la normale. Elle reviendra à 5%. Il y aura une boucle prix-salaire. C'est une nouvelle normalité, etc. À la fin, aujourd'hui, on était à 10,6 l'année dernière. On est à 2,9. On ne reviendra sûrement pas au monde d'avant en termes d'inflation. En revanche, il semble quand même se confirmer le fait que l'inflation revient vers les 2. Peut-être qu'elle ne reviendra pas sous les 2 comme elle était la décennie précédant le Covid. Certainement pas, sans doute. Il y a plein de choses qui expliquent cela. Mais en tout cas, on a une inflation qui revient assez vite. Et donc, 2023, vous aviez quasiment l'intégralité des banques centrales qui ont monté leur taux, comme jamais. La Banque centrale, 450 points de base en 10 séances. Jamais elle avait fait ça. Des mouvements de 75, des mouvements de 100 points de base pour un certain nombre de banques centrales. Des choses qu'on n'a jamais vues. La Banque centrale américaine n'avait jamais fait ça depuis 40 ans. Donc évidemment, session difficile pour les banques, pour les marchés. Pour autant, on n'a pas eu de crise souveraine, de la dette typiquement. On a eu quelques banques régionales, mais pour des raisons qui sont un petit peu propres à des banques comme SVB. Il n'y a pas eu non plus de crack généralisé. Et ça, quand même, c'était quelque chose d'assez challenging pour l'économie mondiale. Qu'est-ce qui se passe pour 2024 ? 2024, on aura beaucoup plus de banques qui vont baisser les taux, qui vont les monter. C'est déjà le cas au mois de novembre, c'est déjà le cas au mois d'octobre, en fait, finalement. Donc en 2024, quasiment l'intégralité des banques qu'on le suit vont baisser leurs taux. Et on pense même plus vite que prévu. C'est-à-dire qu'on va sans doute avoir des banques centrales qui, dès la fin du premier trimestre, vont commencer à baisser leurs taux. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez unique. À part la Banque du Japon, sans doute la Banque centrale russe, la Banque turque qui est sur une autre planète, on a encore 62% d'inflation, etc. Mais la majorité des banques centrales vont baisser leurs taux. Et ça, c'est quelque chose qui va changer la donne. Ça va redonner un petit peu d'oxygène aux économies, notamment les plus bancarisées. On pense au marché immobilier, on va en parler tout à l'heure avec nos experts.
Mais clairement, on a des conditions financières qui vont arrêter de se dégrader et qui vont un petit peu se détendre l'année prochaine. Et puis cette inflation qui baisse, c'est du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat va revenir, le pouvoir d'achat réel va remonter. C'est ce qui a plombé un certain nombre d'économies cette année. Et on va retrouver un petit peu d'allant. Et donc finalement, sur la croissance européenne, on va voir. Mais nous, on voit plutôt une réaccélération de la croissance européenne. Alors réaccélération autour de 1%, vous me direz, c'est pas grand-chose, mais quand même, on fera à peu près 2 fois mieux que cette année, alors que les États-Unis feront sans doute un petit peu moins bien que cette année, puisque le consommateur américain, le déficit public américain qui ont soutenu l'économie US en 2023, ces moteurs-là vont sans doute s'arrêter en 2024. Et donc, ça explique pourquoi la Fed, selon nous, dès avril-mai, va commencer à baisser ses taux et qu'on va avoir sans doute 150, autour de 150 points de base de baisse des taux. Donc, c'est quand même pas neutre dans les conditions financières. Peut-être pour faire la transition sur le panel qui vient, ce qu'on voit aussi vraiment se confirmer, c'est que le monde est en train de la mondialisation n'est plus telle qu'on la connaissait, c'est la fin de la mondialisation telle qu'on la connaissait. Je ne dis pas que c'est une régionalisation, parce qu'en fait les blocs sont très très mouvants selon les sujets, mais en tout cas, on avait du Made in China. On a eu du Made in America avec Trump, puis Biden qui fait sensiblement la même chose. L'IRA est quelque chose finalement d'assez protectionniste. Mais on voit aussi que finalement l'Europe se réveille un petit peu et on essaie d'avoir ce Made in Europe à son tour. On a eu le CHIPS Act aux États-Unis, 52 milliards de dollars. On a eu le CHIPS Act en Europe, 48 milliards de dollars. On a des plans sur les semi-conducteurs, on a des plans sur les gigafactories. Il y en a 4 qui ouvrent en France. Aller du côté de Dunkerque, c'est l'effervescence. On a ces plans sur les semi-conducteurs, sur les batteries, sur le photovoltaïque, sur l'hydrogène. Et on va parler au prochain, ça me fait la transition toute trouvée. On est sur la recherche de cette souveraineté énergétique. Je parlais d'électrification accélérée. Mais pour faire de l'électrification, il faut un certain nombre de choses. C'est notamment des réseaux qui permettent de se connecter les uns les autres. Mais surtout, il faut sans doute des métaux critiques. Et ça, on va en parler juste après pour commencer cette session. Alors l'enjeu de la souveraineté énergétique, c'est quelque chose de central, parce qu'en fait, on est en train d'électrifier le monde. On veut passer d'un monde qui est à plus de 2/3 carboné à un monde qui serait majoritairement électrique. Et ça va avoir des changements structurels majeurs. Ça veut dire que vous allez produire plus localement votre électricité avec du vent, du soleil, de l'eau, du biogaz et du nucléaire. Tout ça, c'est beaucoup plus local que ne l'est le charbon, le gaz ou le pétrole. Donc ça a plein d'incidences. Ça peut être des incidences d'ailleurs sur le dollar. La dédollarisation est peut-être liée à ça. Mais c'est aussi beaucoup de conséquences sur le commerce mondial, très probablement. Mais pour tout ça, cette indépendance énergétique dépend effectivement des métaux précieux. Et donc j'ai le plaisir et le privilège d'accueillir Vincent Levita, qui est le CEO d'Infravia. Et donc on a en France lancé le premier fonds souverain de l'Union européenne sur les métaux critiques pour justement essayer de sourcer, ce qu'a très bien fait la Chine depuis quelques années maintenant. Ça y est, l'Europe se réveille et je crois que la France est un peu leader là-dessus. On va en parler avec Vincent Levita et Bernard Dada, qui est notre analyste senior analyste sur les matières premières en général et sur les métaux en particulier, qui va mener cette interview avec Vincent, passionnante, j'en suis sûr. À vous, messieurs, merci beaucoup, Vincent, d'être ici. Merci Vincent d'être là. Donc ce fonds qui a été lancé, vous avez été mandaté par l'État français, un fonds de 2 milliards d'euros, dont l'État contribue à l'ordre de 500 millions. Pourquoi un fonds pour les métaux critiques et quel est son objectif ? Alors le contexte en fait, général de ce fonds, il part effectivement du diagnostic. Pour faire la transition énergétique, il faut des métaux, vous l'avez dit. Il faut des métaux pour l'électrification en général, il faut des métaux pour les batteries des voitures électriques, il faut des métaux pour les réseaux, il faut des métaux pour les moteurs, les éoliennes, le photovoltaïque, etc. Donc l'État s'est emparé de ce sujet en se rendant compte que ces métaux, ils sont critiques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont rares, ça ne veut pas dire qu'ils sont précieux, ça veut dire qu'ils sont critiques, ils sont dans des endroits qui ne sont pas forcément sous notre contrôle. Vous allez me dire, ce n'est pas comme si le pétrole et le gaz étaient dans des pays qui étaient sous notre contrôle aussi. Ou l'uranium. Ou l'uranium. Mais donc ça veut dire qu'il faut s'occuper de l'approvisionnement. Donc l'État a mis en place une politique publique dans laquelle il y a plusieurs, ils ont mis même en place un délégué interministériel qui s'occupe de cette politique publique pour aider l'industrie française à sécuriser l'approvisionnement dans ces métaux.
ce fonds-là est un des outils de cette politique publique. Donc effectivement, l'État a choisi de passer par un fonds de nature privée, donc il l'a confié à Infravia, que je dirige, le mandat de constituer ce fonds. Donc l'État va souscrire à ce fonds, donc en ce sens-là va l'aider. Et le fonds va avoir deux objectifs. Il va avoir l'objectif d'abord de faire une performance financière, je vais y revenir, et effectivement de contribuer à l'approvisionnement de l'industrie française, de l'industrie automobile, mais l'industrie énergétique également, en métaux critiques. D'accord. Et vous envisagez en termes d'actifs d'investir quoi concrètement? Ça veut dire au niveau sectoriel, c'est des mines, c'est du recyclage, des unités de recyclage, des raffineries et aussi géographiquement aussi, est-ce que ça va être qu'en France ou à l'international ou comment? Alors, je prends les questions dans l'ordre. Alors, d'abord, l'idée de faire un fonds d'investissement, c'est aussi basé sur l'idée que dans les 15 prochaines années, si on réussit la transition énergétique, il faudra environ 4, 5, 6 fois plus de métaux actuels, dont le cuivre qui est déjà à 30 millions de tonnes par an. Donc on parle d'un saut immense. On parle d'un super cycle, comme il y a eu dans l'histoire à la fin du 19e pour la révolution industrielle, après la guerre pour reconstruire l'Europe, ou dans les années 2000 pour développer la Chine. Donc ce super cycle veut dire une opportunité d'investissement probablement unique. C'est pour ça aussi qu'on fait un fonds d'investissement ouvert aux investisseurs privés qui, eux, vont venir chercher une opportunité d'investissement quasiment unique. La stratégie du fonds, pour revenir à votre question précise, elle est relativement large. Elle concerne d'abord tous les métaux critiques. Donc l'Union européenne a été assez sympathique pour faire une liste. Il y en a 34, donc je vous épargne. Mais les principaux, c'est les métaux qui vont dans les batteries des voitures électriques, donc le lithium, le nickel, le cobalt. Ensuite, le cuivre, bien sûr, parce que pour tout ça, il faut faire circuler l'énergie. Et l'aluminium également, qui sert au câble. Le graphite, les terres rares qui vont aller dans les moteurs et dans les anodes. Et puis quelques autres, le manganèse, etc. Nous, on pense que à la fois l'opportunité d'investissement et à la fois l'enjeu de souveraineté, il se produit sur toute la chaîne. Donc bien sûr, il faut investir dans les mines, c'est là que le métal se trouve. Mmh. Et là, en ce qui concerne la géographie des mines, on n'a pas tellement le choix, c'est la géologie de la planète qui a décidé. Donc il y en a quand même un peu partout, il y en a beaucoup, il y en a un peu en Europe, du lithium en particulier. Bon, il n'y en a pas assez en Europe pour les besoins de l'Europe, mais il y en a quand même un peu. Il y a un peu de cuivre en Espagne, il y a un peu de lithium en France, etc. Il y en a beaucoup dans des pays amis, on va dire, donc le Canada, l'Australie. Il y en a beaucoup en Amérique latine, du cuivre, du lithium en particulier. Du nickel, il y en a beaucoup en Indonésie. Évidemment, il y en a en Afrique également. Donc c'est assez réparti, en fait. À nous de faire une diversification géographique sur la partie minière, en privilégiant, évidemment, les actifs de bonne qualité, et donc profitables. Les pays dont le risque est acceptable d'un point de vue investisseur, et bien évidemment les relations avec la France. Et ensuite, on va investir dans l'aval, le raffinage. Ça fait partie de la stratégie chinoise, vous mentionnez les Chinois, d'avoir centralisé des installations de raffinage très, très avancées. Donc le raffinage et la transformation, ça on essaiera de faire en Europe. Et en France en particulier, et le recyclage. Une fois que les métaux, on les a fait venir sur le territoire, autant les conserver. Et donc le recyclage fait aussi partie de notre stratégie. Très bien. Et à un niveau de stade de développement, ça veut dire quand vous parlez de mines, vous êtes en train de parler d'exploration, vous êtes intéressé par quel stade dans une vie d'une mine vous allez investir en... Alors on va faire un panachage et une diversification entre des projets qui sont déjà en opération et dont on peut avoir les résultats et financiers et d'ailleurs stratégiques, donc les métaux instantanément, des mines qui sont relatives en pré-construction. La phase exploration, ça c'est pas pour nous. Je pense qu'il y a des acteurs qui sont mieux placés pour le faire. Nous, on arrivera une fois que le gisement est éprouvé et les études ont été réalisées. D'accord. Lorsque je lis dans votre document sur Internet que ce fonds est destiné à investir dans les métaux critiques afin de soutenir la transition énergétique et sécuriser les approvisionnements de l'industrie française et européenne, et on parle de 2 milliards.
Alors, 2 milliards, est-ce que ça paraît c'est petit, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, un objectif aussi important et large? C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Des fonds de 2 milliards qui investissent dans ce secteur, pour le moment, il n'y en a pas. Donc, du coup, il faut déjà démarrer. Après, les enjeux du secteur dans les 10 prochaines années pour répondre à la demande, on parle d'investissements qui sont de 50 à 60 milliards. Donc évidemment, 2 milliards, ça peut paraître une goutte d'eau. Donc moi, je dis, on démarre avec ce fonds de 2 milliards. On montre que le modèle marche, il est à la fois rentable. 2, il permet de répondre aux objectifs stratégiques, donc de sécuriser l'approvisionnement. 3, il répond également aux contraintes ESG qui sont relativement importantes et dans lesquelles le secteur doit montrer qu'il a progressé depuis Germinal, si vous voulez. Et une fois qu'on aura montré ça avec 2 milliards, on sera prêt pour se développer. Donc il faut commencer. C'est à la fois beaucoup et à la fois pas assez. Et en termes de risques et d'opportunités dans ce secteur des métaux critiques, vous voyez où les risques, vous voyez où les opportunités quand vous allez gérer votre fonds? Non, mais les opportunités, je vais commencer par ça, les opportunités, elles sont historiques. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle aujourd'hui, il faut, dans les 10 ans qui viennent, il faut 3 fois plus de cuivre qu'aujourd'hui. Il faut 10 ans minimum pour ouvrir une nouvelle mine. Donc on va avoir des périodes un petit peu de pénurie. Là, pas du tout. Dans les prochaines années, on est suffisant. Mais on va avoir des périodes de pénurie. Donc il y a une opportunité absolument historique dans le cuivre, dans le nickel, dans le lithium. Pour bien attraper cette opportunité, il faut développer, il va falloir qu'on travaille avec les bons partenaires industriels, et il y en a dans le monde, il y en a quelques-uns en France d'ailleurs, qui sont probablement pas assez développés, mais il y en a quelques-uns, et il y en a dans le monde qui sont prêts à travailler avec nous. Donc ça, c'est pour mettre sous contrôle la partie industrielle. Ensuite, le challenge, ça va être les pays, bien sûr. Il y a un certain nombre de pays qui sont plus ou moins risqués, donc il faut trouver les bons pays, les pays partenaires de la France en priorité. Troisièmement, c'est un métier cyclique, on l'a déjà dit. Évidemment, la demande, elle monte progressivement et l'offre, elle monte par escalier. Donc de temps en temps, il y en a trop, de temps en temps, il n'y en a pas assez. Il faut accepter la cyclicité et la volatilité, même si au final, c'est une tendance haussière. Et puis le 4e challenge, c'est montrer l'industrie. Et nous, on va l'aider, mais l'industrie doit montrer qu'elle est capable de répondre aux challenges ESG, j'ai déjà dit. D'accord. Avant de prendre peut-être des questions, juste une dernière question de mon côté en termes donc les mines, comme vous expliquez, vous avez l'expérience dans l'infrastructure, mais les mines, c'est particulièrement compliqué en termes, quand vous parlez de cycle, on a de surplus, on a des prix très volatiles ou des déficits, et en termes de volatilité des prix aussi, ça va être très volatile. Et donc, comment vous pensez mitiger? Ça veut dire pour l'investisseur qui vous dit, oula, ça c'est... Vous pensez comment mitiger concrètement? Non, je pense que il y a deux manières de répondre. La première réponse, la volatilité, elle fait partie du secteur. Donc il faut accepter l'idée que c'est volatile. Il faut accepter l'idée que sur l'ensemble d'un cycle, c'est rentable et c'est très rentable. Et il faut accepter la troisième idée que ça va être de plus en plus rentable vu la pression sur la demande. Pour mitiger la volatilité, on peut travailler sur de la couverture long terme, et en particulier les acheteurs. Les gens de l'automobile sont très demandeurs d'avoir un effet de lissage sur les prix. Mais ça répond qu'à une partie. L'autre partie, c'est de faire un fonds de très long terme. Et donc, effectivement, on s'adresse à des investisseurs qui ont le temps et qui sont prêts à accepter une partie de volatilité contre un rendement très élevé. D'accord. Est-ce qu'on a des questions? Oui, on a des questions que je ne vois pas, Cognac j'ai, mais si vous pouvez essayer de me les transférer, ce serait encore mieux. Moi, j'ai une petite question pour vous, Vincent. On parle, à l'heure où on parle, il y a des négociations qui se tiennent à Dubaï, avec, voilà, ça y est, on rentre dans le dur. On parle de tripler les énergies renouvelables. Est-ce que de votre point de vue, quand on voit ce qui se met en place en Europe, l'Europe a cet objectif justement de souscrire à ce triplement des énergies renouvelables d'ici 2030, donc c'est dans 6 ans maintenant. Est-ce que l'Europe, là, avec ces initiatives qu'on commence à prendre grâce à vous, est-ce qu'on va avoir assez de métaux justement d'ici 2030 pour faire ça? C'est une bonne question. Le
de blocage potentiel, en fait. Ça, on le sait. Il faut d'abord que le réseau soit capable de les absorber, premièrement. Il faut ensuite que les applications soient en place. Il faut que les systèmes de stockage permettent d'utiliser l'énergie renouvelable. Et il faut que les métaux soient disponibles. C'est un des sujets qui peut générer un blocage. Je l'ai dit, dans les 5 prochaines années, sur les courbes, on est plutôt bien. Dans les 10-15 ans, il faut que l'industrie minière et l'industrie du raffinage, celle qui suit la transformation, fassent un sacré push pour pouvoir répondre à cette demande. C'est pas sûr encore, c'est un des enjeux. Une question que je ne vous ai peut-être pas posée, mais en termes de durée de temps, ça veut dire que vous allez commencer à investir, développer votre fonds maintenant. Quand est-ce que concrètement vous pensez qu'on commencera à avoir votre contribution à la sécurisation de l'industrie française et de l'Europe? Est-ce que c'est une question de 5 ans, 6 ans Non, c'est un projet de long terme. Nous, on sera en position d'investir dès le début de l'année prochaine. Donc, on va contribuer tout de suite. Après, si la question c'est est-ce que c'est ce fonds qui est l'alpha et l'oméga de la sécurisation et de la souveraineté énergétique, nous, on est très ambitieux, mais on est très modeste. Donc, à court terme, on va contribuer, montrer que ça marche, rassembler autour de nous l'État français, des États amis aussi, qui soient utilisateurs ou qui soient producteurs. Bien sûr, l'industrie de l'automobile et l'industrie de l'énergie, qui est aussi destinée à être nos partenaires. Et puis, on va se développer. On servira de catalyseur, on servira de déclencheur. Et puis, on aura notre contribution. D'accord. Pardon, excuse-moi, j'ai une question qui est exactement dans ce que vous venez d'évoquer de notre audience, qui demande en fait pourquoi finalement, c'est un petit peu souvent le cas avec l'Europe, mais pourquoi on n'a pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a l'initiative, je sais bien, mais question du public, c'est pourquoi on n'a pas lancé un fonds européen plutôt que français? Personnellement, je me le demande encore, mais c'est plus simple à gérer, je pense, au niveau national. Il y a plusieurs réponses à ça. La première réponse, c'est de dire qu'on commence, ça marche et les pays amis nous rejoindront ou nous suivront. Et plutôt que d'essayer de se mettre d'accord, qui risquerait de prendre un peu de temps, ça c'est la réponse pragmatique. La réponse plus philosophique, c'est de dire que parfois c'est plus facile de faire du business avec ses amis qu'avec sa famille. Donc des fois ça prend un peu de temps. Et est-ce qu'il y a des discussions au niveau quand même européen pour se coordonner avec justement le fonds, on parlait des Allemands qui bougent? Il y a des discussions avec les Allemands, avec les Italiens et avec l'Europe également. L'Europe a mis en place un CRM Act, donc, qui met le sujet au top de l'agenda au niveau européen. Donc ça, c'est une bonne chose. On va voir j'attends toujours le volet financier du CRM Act. Donc on va voir comment l'Europe peut nous aider financièrement. Et puis après, l'Europe aussi doit faire un certain nombre de mises en cohérence. C'est-à-dire que si ils poussent la taxonomie comme l'alpha et l'oméga de ce qui est bien pour l'investisseur et que vous ne mettez pas le secteur minier dans la taxonomie, bon, il y a un petit test de cohérence à régler. Donc ça, ils sont en train de le faire. Voilà, mais on se compte sur le soutien de l'Europe et on pense que nos partenaires allemands et italiens vont jouer avec nous d'une manière ou d'une autre. J'en profite, il y a des questions, j'ai récupéré mon fil. Aux côtés de l'État, quel est le type d'investisseurs qui viennent le plus volontiers ou ceux que vous visiez le plus? Bon, aux côtés de l'État et des États amis également, je l'ai dit, il y a les acteurs industriels qui font partie de cet écosystème, soit en amont, soit en aval, qui voient un grand intérêt à coopérer avec nous pour tout un tas de raisons d'enchaînement de ce secteur, de sécurisation bien sûr, mais aussi de développement. Et puis les investisseurs institutionnels plus classiques, alors ils ne sont pas habitués à ce secteur-là, donc ils comprennent évidemment les enjeux financiers et les enjeux long terme en particulier. Ils comprennent aussi que s'ils veulent contribuer à la transition énergétique, il faut investir dans les métaux. On peut investir dans des éoliennes, dans des batteries, dans des bornes de recharge, mais à un moment donné, s'il n'y a pas de métaux, tout ça, ça ne marchera pas.
Donc on a pas mal de traction du côté des investisseurs financiers, mais c'est un secteur nouveau pour les investisseurs institutionnels, donc il faut un peu de temps. On voit beaucoup de choses se développer sur le jeton. Vous aviez évoqué ce recyclage qui va être un peu clé justement pour que ça boucle, entre guillemets. On voit bien, les objectifs sont européens là-dedans. On voit aussi des investisseurs privés commencer à investir dans la black mass, dans plein de choses de recyclage des batteries. Aujourd'hui, c'est quoi le taux de recyclage des métaux critiques ? Alors, il y a plusieurs éléments sur le recyclage qui sont assez troublants. Le recyclage des batteries des voitures, pour le moment, c'est pas encore là. Il nous faut 10 ans déjà pour équiper toutes les voitures. Il faut déjà que les voitures soient électriques, ouais. Voilà, ça va prendre 10 ou 15. Après, elles ont une durée de vie d'une dizaine d'années. Donc, le recyclage at scale des batteries, il y en a pour un certain temps. Mais quand même, ça commence. Aujourd'hui, des métaux, il y en a dans les téléphones, il y en a dans la construction, il y en a partout. Le taux de recyclage du cuivre, d'aluminium par exemple, pour prendre, il est assez élevé en fait, il est de 50 à 60%. Simplement, on n'a pas en France les installations. Donc en fait, il est recyclé et il part. Donc ça, c'est un problème de souveraineté, c'est aussi un problème économique, c'est aussi un problème de transition énergétique. Donc on va essayer de contribuer au développement de ce secteur. Le problème du recyclage, il est économique. Aujourd'hui, avec le prix de l'énergie actuel, c'est pas rentable de recycler. Il vaut mieux aller acheter du matériel neuf. C'est exactement pareil pour votre téléphone. Il vaut mieux le changer que de le réparer. Bon, donc ça veut dire qu'aussi, il doit y avoir une politique publique incitative ou punitive, mais on a vu que les politiques punitives, ça ne marchait pas trop. Donc incitative pour stimuler le recyclage. Et ça, c'est des logiques de filière qu'il faut mettre en place. Petite question encore du public. Il y en a deux que je trouve intéressantes. Je vous les donne toutes les deux. En termes de gouvernance du fonds, quelle est l'implication de l'État dans les choix d'investissement? C'est une première question. Et puis la deuxième question, si jamais ça se tend au niveau politique, on voit bien, il y a beaucoup de questions autour de Taïwan, c'est les élections présidentielles en janvier. On va en parler tout à l'heure avec Alicia sur la Chine. Mais il y a évidemment beaucoup de tensions géopolitiques dans le sondage qu'on a fait auprès des clients. Le principal risque des 6 prochains mois pour nos clients sondés, c'est les risques géopolitiques. Imaginons que ça se tende vraiment dans le détroit de Taïwan et que le monde se referme un peu en mode Covid. C'est quoi le métal le plus difficile à sourcer et qui nous manquerait le plus? Alors, je vais commencer par la première question, elle est plus facile. La gouvernance du fonds, elle est très simple. À partir du moment où l'État a choisi la solution de faire un fonds privé, la gouvernance, elle est privée. Donc, le comité d'investissement de ce fonds, c'est l'équipe Infravia qui va gérer le fonds. Bien sûr, l'État est un partenaire stratégique, il est même à l'origine de ce fonds, donc il faut rendre à César ce qui est à César. Donc nous aurons des discussions, un comité stratégique tout à fait important, mais qui va rester consultatif dans la gouvernance décisive de ce fonds. C'est évidemment la condition sine qua non pour avoir des souscripteurs privés. Donc ça, c'est simple, ça fonctionne bien et c'est au point. La question sur les métaux critiques, bon, les risques géopolitiques, ils sont partout. Ils sont aux US, ils sont évidemment au Moyen-Orient, ils sont en Russie, ils sont potentiellement en Chine. La Chine, d'ailleurs, de temps en temps, est capable d'appuyer gentiment sur le bouton, comme il a fait cet été, juste sur le gallium et le germanium, quelques semaines, pour montrer leur puissance. Objectivement, le scénario où la Chine arrête de livrer des métaux est totalement improbable. Mais en revanche, le scénario catastrophe pour la France, c'est pas ça. Le scénario catastrophe, c'est de se dire, imaginons que dans 20 ans, les Chinois, à force de contrôler les métaux, se disent, en fait, au lieu de vous envoyer des métaux, on va vous envoyer des batteries, puisque à Yêtre, on a fabriqué les batteries. Et puis quelques années plus tard, on va vous envoyer la voiture qui est autour de la batterie. Bon, alors là, on met en risque effectivement notre industrie automobile française et européenne. Et là, évidemment, c'est un désastre complet au niveau économique. Ce qui s'est d'ailleurs un peu produit dans le photovoltaïque. Photovoltaïque, j'allais dire, sur les panneaux. Oui. Sauf que le photovoltaïque, c'était une opportunité nouvelle. Donc, alors que là, on le voit venir, quoi. Ça serait du remplacement. Bon, ça, c'est le scénario catastrophique. Mais pour essayer de ne pas éluder votre question complètement, en fait, parfois, la clé se trouve dans des métaux, alors pour le coup les terres rares qui sont un métaux, malgré leur nom, qui sont même plusieurs métaux, ça c'est quelque chose sur lequel la Chine a un niveau de contrôle quasiment de 100%, et vous avez besoin des terres rares pour mettre dans les moteurs permanents, donc dans les voitures, dans les éoliennes, etc. Donc vous pourriez vous retrouver, si vous êtes short de terres rares, dans une situation bizarrement bloquée.
pour un métal relativement... Il faudrait creuser en Île-de-France, parce qu'il paraît qu'il y en a partout, mais il faut juste arriver à le processer, quoi. Il y en a partout, mais il est rare. Et le fait qu'il soit rare, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il est à des teneurs très très faibles. Et donc du coup, c'est très cher de le sortir. Eh bien, merci beaucoup Vincent, c'était passionnant. J'espère que pour vous aussi, ça a été aussi intéressant que pour nous. Merci Vincent, merci Bernard. Merci. On va passer à la session suivante sur la macroéconomie. Ne quittez pas, on revient tout de suite. Bien, alors, donc continuons cet échange. On a vu tous les enjeux de la souveraineté énergétique dans ce monde qui se déglobalise, qui se régionalise, tout le monde veut être indépendant, tout le monde veut faire un petit peu toute sa chaîne de valeur. Donc on va parler un peu de macroéconomie plus prosaïquement pour vous donner un peu nos idées sur 2024. Je le disais en intro, finalement 2023 n'a pas été aussi pire que ne le prévoyait le consensus. Il a même été largement meilleur que nos prévisions sur les US. On a échappé à la récession. Donc on va parler un petit peu de ce qui peut se passer en Europe et en Chine. Globalement, peut-être ce petit mot sur les États-Unis. On en a parlé ce matin pour ceux qui ont pu suivre la session américaine. Il y en aura une session à 3 heures de nouveau. Mais vous pouvez poser toutes vos questions, encore une fois, là-dessus. Sur les États-Unis, nous, on est sur un scénario comme de ralentissement assez marqué. Pourquoi ? Parce que les deux moteurs principaux de l'économie américaine qui ont été très étonnants cette année, c'est finalement la consommation publique, la consommation privée. La consommation publique, elle est impressionnante. Le déficit a été augmenté par 2 en 2023. Jamais l'État américain, en temps de peine, avait autant dépensé d'argent en 2023. Donc vous avez eu un déficit qui a été supérieur à 7% du PIB. On parle beaucoup de la France en sautant comme des cabris en disant que le déficit ne se réduit pas assez à 3,9. Les États-Unis, c'est 7%. Avec une certaine efficacité, puisque le PIB américain est au-dessus aujourd'hui de ce qu'il aurait été sans le Covid, sans la crise énergétique, sans tout ça. Donc non seulement on a effacé le Covid, mais on a retrouvé la tendance qui aurait été celle du PIB américain. Donc ils ont mis énormément d'argent public, ça a bien marché. Problème, avec les élections américaines, avec l'accord sur le plafond de la dette, sur le déficit et sur le budget, en fait, il y aura une stabilisation des dépenses qui a été actée. On voit bien que le Congrès américain est très partagé, j'ai envie de dire polarisé. Et donc, on aura sans doute beaucoup de mal à avoir le même genre de dépenses publiques cette année qu'on a eu, en 2024 qu'on aura eu en 2023. Donc, le moteur de l'économie américaine public, la consommation publique, le déficit est en train de s'éteindre, première chose. Deuxième chose qui a soutenu l'économie américaine, c'est la consommation privée. On sait structurellement, plutôt le consommateur américain a tendance à s'endetter avec des taux qui ont monté de 5,5. On a atteint des niveaux proches de 8% sur l'immobilier. Évidemment, vous investissez moins. Et on voit un certain nombre de choses qui se passent sur les crédits, sur les cartes de crédit, sur les subprimes, sur les voitures, etc. On voit un certain nombre d'incidents de crédit qui commencent à arriver. Donc, on ne va pas faire la même chose en termes de crédit en 2024 avec des niveaux tels qu'ils sont aujourd'hui. Et puis, le marché du travail qui avait été une façon de distribuer du revenu est en train de se tendre aux États-Unis. C'est la fin de la grande démission. On avait beaucoup écrit là-dessus. Finalement, on voit bien que le marché du travail revient à la normale, qu'on a fin des démissions, le nombre de jobs, le vacancy rate, le nombre de jobs par personne au chômage revient à la normale. Les salaires reviennent un peu à la normale. Donc on sent bien que le marché du travail est en train de se normaliser. Puis le taux de chômage était à 3,4. Il monte à 3,9. Il va dépasser les 4% selon nous. Donc ça va quand même un peu se tendre en termes de distribution de revenus par le marché de l'emploi. Et puis surtout, on a l'épargne américaine. C'est très différent de la situation qu'on va évoquer avec l'Europe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on avait presque 2,2 trillions d'épargne excédentaire. À l'heure où on se parle, on est sans doute revenu autour de 300 milliards. Il y a des études de la Fed de San Francisco. Nos économistes sont un petit peu plus pessimistes. On est autour de 300 milliards seulement de reste d'épargne excédentaire. Et donc, on a un peu, je dirais, cramé la caisse au niveau des ménages américains. Ils ont un peu tout dépensé. Donc, s'il n'y a pas de création d'emplois assez forte l'année prochaine, ça va se ralentir. Et donc, on passerait à une économie américaine de sans doute 2,4% cette année à quelque chose divisé par 2, autour de 1,2% cette année. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui va permettre à la Réserve fédérale d'arrêter d'appuyer sur le frein. Et donc, on a ce mouvement assez marqué de baisse des taux de la Fed à partir du printemps. Donc, au début du T2, on aurait une banque centrale américaine qui déclencherait un cycle
de baisse des taux. Et donc, on aurait sans doute 4-5 mouvements et puis ça continuerait en 2025. Donc, c'est le début d'un cycle de baisse des taux de la part des États-Unis. Et comme je le disais en introduction, quasiment l'intégralité, à part la Banque du Japon, je le disais, des grandes banques, mais en tout cas l'intégralité des grandes banques vont baisser leurs taux l'année prochaine, donc un scénario totalement différent. Et donc pour discuter de tout ça, je suis très content d'accueillir mes collègues autour de la table macroéconomistes, donc avec Nathalie Dezer, qui est notre responsable du team Europe, pour discuter de la macroéconomie européenne, Alicia Garcia-Herrero, qu'on ne présente plus, notre chef économiste sur l'Asie, parce que je pense que beaucoup de choses peuvent se passer en Asie et en Chine en particulier. Et puis Jésus Castillo, qui est notre économiste sur la zone euro, pour discuter de tout ça. Alors peut-être qu'on va commencer un peu les questions autour de la France. Finalement, l'année 2023 devrait être finalement meilleure que ce qu'on pouvait craindre. On avait beaucoup de gens qui pensaient là aussi qu'on ne s'en sortirait pas. Et finalement, on n'est pas si loin des 1%. On sera à 0,8, 0,9, 1%. Mais en tout cas, c'est l'épaisseur du trait. On est assez proche des 1%. On échappe à la récession en France. Qu'en sera-t-il de 2024, Nathalie et Jésus peut-être ? Alors en France, en 2024, on devrait avoir une légère accélération de la croissance. On passerait donc de 0,9, comme tu viens de le dire, à 1,2% de croissance. Donc la France continuerait à surperformer la zone euro, qui, elle, connaîtrait une croissance d'à peine 0,5% cette année et de 1% en 2024. Quand on regarde par exemple par rapport à l'Allemagne, on a des chiffres un petit peu, une Allemagne qui fait mieux que cette année, puisqu'elle a une légère récession, on va être autour de moins 0,1 cette année. L'Allemagne, par rapport à la France, on serait à combien l'année prochaine ? On devrait aussi avoir une croissance de l'ordre de 1% en Allemagne l'an prochain. Alors quels sont les moteurs finalement de la croissance ? On le disait, on voit le marché du travail qui est quand même en train de se stabiliser, voire de se tendre un peu. On voit le taux de chômage en France qui était au plus bas depuis 1982. On ne parle plus de chômage en France, mais on était au plus bas depuis 1982 pour cause. Mais là, ça y est, on en reparle un petit peu puisque le taux de chômage remonte à 7,4. On voit les mêmes types de chiffres en zone euro et en Allemagne. C'est quoi du coup les moteurs de la croissance 2024 ? Alors en France, plus particulièrement, les moteurs de la croissance en 2024 seront d'une part la consommation des ménages, j'y reviendrai, et la dynamique d'investissement qui a déjà été exceptionnellement forte au cours des derniers trimestres. On a un investissement des entreprises qui a progressé de 10% depuis fin 2019, alors que le PIB n'a augmenté que de 1,7%. Et du côté des investissements, en équipement, la croissance a été aussi très forte puisqu'elle est près de 20%. Et aussi, la digitalisation a également fortement tiré cette dynamique de croissance. À l'avenir, si on voit un léger ralentissement, on a encore des facteurs de soutien de l'investissement. Tu en as parlé en introduction tout à l'heure, notamment les gigafactories qui vont évidemment tirer l'investissement des entreprises. On a aussi des conditions de financement qui sont plutôt favorables et les entreprises françaises n'indiquent pas avoir de difficultés de financement. Donc ça, c'est assez important dans le contexte actuel, surtout si en plus ça s'améliore. C'est plus débattu sur les ménages, mais sur les entreprises, c'est clair que le cycle est impressionnant. Et par ailleurs, quand on regarde un petit peu les enquêtes, on s'aperçoit que les entreprises françaises n'indiquent pas avoir de difficultés de demande. Donc que ce soit dans les services ou dans l'industrie. Donc la dynamique d'investissement, selon nous, devrait se poursuivre. Surtout si les taux baissent de ce point de vue-là. Et je pense qu'une grande partie de la réponse à notre dynamique de la consommation, en fait, finalement, on voit, tu le dis, une consommation, si on regagne du pouvoir d'achat en réel, on devrait retrouver un petit peu d'allant à la consommation. Ce n'est pas du tout la consommation, ce que tu dis, qui a tiré la croissance. Justement, on voit où l'inflation en 2024 et en 2025, peut-être, pourquoi pas ? Alors en 2024, on devrait avoir une inflation qui baisserait sensiblement par rapport au niveau moyen de cette année. En France, on passerait de 4,9% à 2,3% en 2024 et on serait sur des niveaux proches de 2% en 2025. Donc comme tu le disais, ce n'est pas les 1% d'avant la crise, mais on est quand même sur des niveaux qui seraient tout à fait supportables. Et sur l'évolution du marché du travail qui peut être un petit peu un risque pour l'évolution de la consommation. On constate en fait en regardant les enquêtes que les ménages ont conscience de cette évolution puisqu'ils annoncent eux-mêmes une augmentation du taux de chômage. Mais en revanche, ils indiquent aussi que leurs perspectives financières personnelles devraient s'améliorer sensiblement au cours des prochains trimestres, ce qui soutiendra visiblement la consommation.
Peut-être une petite dernière question pour revenir juste sur ce sujet-là, parce que c'est, je pense, c'est clé dans notre scénario. On peut se demander si on n'est pas un peu trop optimiste. Hein. C'est déjà ce qu'on nous disait en 2022, donc on est assez confort vu qu'on n'a pas été trop mauvais là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'on sera bon. Hein. Les performances du passé n'augurent que pas forcément celles du futur, mais est-ce qu'on n'est pas trop optimiste de nouveau sur 2024 hein, quand je reviens sur mon petit point, de voir que le taux de chômage remonte, est-ce qu'on a un risque d'avoir une dégradation suffisamment forte du marché du travail pour que ça remette en cause ce rebond de la consommation qui sous-tend finalement nos chiffres dans nos comptes macro ? Avec une dynamique d'investissement qui resterait solide, les effets sur la dynamique de croissance vont également contribuer à la progression de l'emploi. Sur l'emploi, on ne s'attend pas à une baisse du niveau de l'emploi l'an prochain, mais plutôt à une stabilisation ou une légère augmentation autour de 0,3% de hausse de l'emploi. Donc ça permettrait de donner des revenus supplémentaires aux ménages, même si d'un côté, on aurait une augmentation du taux de chômage. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour nos macroéconomistes, hein, j'enchaîne mes questions, mais les vôtres sont beaucoup plus intéressantes, donc n'hésitez pas d'utiliser la fonction Q&A, on s'efforcera de répondre à vos questions. Je vais passer à Jésus, parce qu'une des grandes questions, finalement, on n'a pas eu ce débat-là en 2023, il commence à arriver, c'est celui de la soutenabilité de la dette, des tensions sur un certain nombre de pays. Hein. Vous songez qu'on a monté les taux de 450 points de base en Europe et qu'il ne s'est rien passé, aucune dette souveraine n'a été attaquée ou en crise, qu'on aurait pu penser être le cas dans ce contexte. Alors, petite question sur l'Italie. Finalement, on parle beaucoup de l'Allemagne, l'homme malade de l'Europe, mais ça revient toujours un petit peu côté italien aussi. On a vu sur la dernière décennie que finalement, l'Italie avait plutôt sous-performé. La zone euro a fait 2 fois moins de croissance que la zone euro. Je crois qu'elle a fait, tu me disais, 1,5 en moyenne quand on préparait cette émission, Jésus, contre 2,6 pour la zone euro. Donc un vrai problème de productivité, de croissance italienne. Maintenant, l'Italie a tendance à faire mieux que l'Europe globalement en 2023. Comment est-ce qu'on voit le NID 2024 sur l'Italie ? Je parle de l'Italie parce qu'il y a évidemment cette question de la dette sur PIB avec un taux qui est plus élevé. Ça peut poser des questions. On en parlera avec les stratégistes. Mais en termes macro, tu vois comment l'Italie ? Alors c'est vrai que c'est une vraie question. Là, dans la période toute récente, il y a eu une petite surperformance de l'Italie, et notamment qui a été tirée par l'investissement, un peu à l'instar de ce qu'on a vu en France, mais sachant aussi qu'on parle d'une période de presque 20 ans de sous-investissement en Italie. Donc il y a un rattrapage, c'est très positif, mais ça ne va pas être forcément suffisant. Et du coup, ça entraîne la question suivante sur la soutenabilité de la dette. Hein. C'est croissance faible, niveau de dette élevé, donc ça suscite des questions, dans un contexte aussi de taux d'intérêt élevé. Donc c'est un petit peu les 3 facteurs qui aujourd'hui sont un petit peu au cœur des interrogations. Le niveau de la croissance, le niveau de la dette qui tarde à se stabiliser, et puis les taux d'intérêt. Alors, petite question justement sur l'Italie, parce qu'une des grandes questions, c'est de se dire, mais l'Italie avec 200 milliards, on se souvient quand même que de tout ça, on a tendance à oublier que l'Europe est quand même devenue un petit peu plus fédérale avec ce fameux fonds européen de 750 milliards. Il ne s'agit plus c'est pas des dons, mais c'est pas non plus des prêts. Et donc l'Italie, il y a quasiment 200 milliards qui sont consacrés à l'Italie. Une des grandes faiblesses de l'Italie, ça a été justement d'utiliser ces fonds. Or, on a l'impression que récemment, on a un petit peu plus de fonds qui sont débloqués parce que justement l'Italie s'est organisée. Elle est un peu plus efficace là-dedans ? Elle est un peu plus efficace, et on voit que c'est aussi une des explications pour lesquelles, dans la période récente, on a eu cette amélioration de l'investissement. Et c'est vrai que ça vient aussi soulager un petit peu la pression sur la dette publique, parce que effectivement, emprunter de l'argent, mais sous la protection, on va dire, de l'Union européenne, c'est beaucoup moins cher pour l'Italie. C'est plusieurs dizaines, centaines de points de base en dessous de ce qu'elle peut mobiliser elle-même sur les marchés avec sa propre signature. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi quand même une partie de ces fonds qui viennent en subvention de l'Union européenne. Donc, c'est autant d'argent que l'Italie ne doit pas emprunter et rembourser. Donc ça, c'est aussi un facteur positif. Merci Jésus. Et alors, qu'est-ce qui peut rassurer finalement les investisseurs là-dedans ? Alors sur cette question de la soutenabilité de la dette, je pense qu'il y a vraiment 3 facteurs qui peuvent rassurer. D'une part, c'est la durée de vie, la durée moyenne de la dette italienne, c'est environ 7 ans, ce qui veut dire que une hausse aujourd'hui de 100 points de base du
taux d'emprunt de l'Italie se traduirait par une hausse de 0,2% de charges supplémentaires rapportées au PIB. Et donc ça permet aussi de lisser, si la hausse des taux qu'on connaît actuellement est permanente, ça permet aussi de lisser dans le temps l'augmentation de la charge, et ça laisse le temps aussi au gouvernement de réagir, donc de mettre en place des politiques budgétaires qui permettent de réduire plus rapidement le niveau d'endettement. Le deuxième point, c'est que contrairement à la crise globale financière, on a maintenant des pare-feux qui existent. Donc la BCE s'est dotée d'outils d'intervention sur les marchés pour justement contenir des spreads de taux qui ne seraient pas souhaitables, comme elle le dit dans son vocabulaire. Et puis une détention de la dette publique italienne plutôt domestique, et donc qui fait qu'on a moins à craindre une volatilité des investisseurs. Petite question qui nous vient. Comment est-ce que la consommation peut reprendre quand finalement les salaires progressent moins que l'inflation? On perd en pouvoir d'achat, on parle de gains de pouvoir d'achat en réel, mais quand même on voit bien que les salaires aujourd'hui en 2024, en 2023 pour les NAO, on parle de négociations salariales, ont l'air de plutôt se ralentir par rapport à ce qu'on avait en 2023. Alors l'inflation ralentit aussi, mais est-ce qu'on n'a pas toujours cette... Est-ce qu'on perd du pouvoir d'achat finalement ou pas, Nathalie, en 2024 selon nous? Alors aujourd'hui, on est sur des niveaux de progression des salaires en France autour de 5% en moyenne. On est déjà nettement au-dessus de l'inflation. C'est vrai qu'on a un ralentissement par rapport à ce qu'on a pu observer l'an dernier, mais au niveau des acquis, des effets de base, on aura toujours une progression des salaires qui sera suffisante pour compenser largement l'inflation. Donc on aura vraiment un gain de pouvoir d'achat lié à cette baisse de l'inflation, même si les salaires, de leur côté, ralentissent un petit peu par rapport aux augmentations qu'on a pu connaître l'an dernier. On a une question sur les PMI. Est-ce que les PMI qui sortent en ce moment, donc alors on avait une très forte baisse, et là on voit une petite stabilisation. Est-ce que c'est le niveau des PMI, la question est la suivante, est en ligne avec nos anticipations macro pour la zone euro? Oui, c'est plutôt en ligne parce que sur le dernier trimestre, on s'attend plutôt à une situation qui devrait à peu près se stabiliser par rapport au troisième trimestre. C'est un petit peu ce qu'on a dans toutes les enquêtes. Et le rebond devrait se dessiner plutôt plus franchement début 2024. Donc les chiffres qui sont sortis, les PMI et les différentes enquêtes sont tout à fait en ligne avec notre scénario. D'ailleurs, on s'en sert pour le construire. Alors, il y a des questions sur les banques centrales. Je propose qu'on en parle dans la session des Q&A juste après. Il y a une question sur est-ce que les banques centrales, dans notre scénario, ne sont pas trop rapidement en train de basculer sur une baisse des taux par rapport à, effectivement, moi, je vais répondre très rapidement pour faire le teasing là-dessus, mais les conditions monétaires sont peut-être déjà trop restrictives, finalement, dans un certain nombre de pays. Et il ne faut pas oublier que ça se retransmet encore en 18 mois. Or, les dernières hausses des taux ne sont pas encore dans les économies européennes ou américaines. Et donc, baisser les taux dès aujourd'hui ne sera pleinement ressenti dans l'économie que dans 18 mois. Et donc, on peut penser que les banques centrales ne vont pas attendre tant que ça, je pense, pour baisser leurs taux, surtout à la faveur d'une inflation qui baisse. Mais on va en reparler juste après. Il faut qu'on parle de la Chine, parce qu'évidemment, la Chine, 18 trillions, 19% ou quelque chose comme ça du PIB mondial. Ce qui se passe en Chine, si la Chine éternue, on est tous malades. Comment est-ce que tu vois la Chine en 2023 je crois, on n'était pas loin des 5% prévus. 2024, comment est-ce qu'on voit la Chine évoluer? Bon, c'est simple parce que la Chine, depuis très longtemps déjà, est dans une situation de désaccélération structurelle. Alors, il n'y a que ça. Et ça va baisser un peu de 100,2, 100,4 jusqu'au 4,8, plus ou moins. Est-ce que ça veut dire grand-chose pour le monde? Pas vraiment, parce qu'en plus, la Chine vraiment arrêté d'importer du reste du monde. On a des importations négatives jusqu'au mois d'octobre. Et même si la Chine a une croissance de 5%, on ne la ressent pas depuis longtemps. Et alors, je pense que pour nous, pour l'Europe, ça va continuer pareil. C'est vrai qu'il y a aussi une question d'investissement en Chine, investissement direct en Chine, qu'on voit très clairement se réduire. On a eu même des données négatives pour la première fois depuis des années. Et la question pour l'Europe, est-ce que les entreprises européennes vont trouver d'autres endroits où investir? Ou est-ce qu'ils vont rentrer en Europe? Et ça fait une grande différence, à mon avis, au-delà de la croissance de la Chine.
On voit on parlait tout à l'heure, ça commence avec le Made in China, mais maintenant on passe au Made in America et puis Made in Europa. Est-ce que cette espèce de mise en place d'espèce de bloc, on peut dire, est-ce que c'est en train de changer la figure de l'Asie? On a l'impression que les investissements directs, on parlait par exemple des États-Unis, l'investissement direct des États-Unis en Chine a été divisé par 2 en 10 ans. On voit certaines enquêtes en Europe où maintenant 40%, 42% des entreprises européennes songent à sortir de la Chine, alors qu'il y a 3 ans, c'était 3%. Donc on est une espèce de dynamique. Le secrétaire d'État du Trésor américain parle de Chine ininvestissable. Alors évidemment, on est dans de la guerre commerciale et du wording. Mais est-ce que selon toi, ça symbolise quand même ce qui est en train de se passer? C'est un peu moins de Chine et plus d'Asie? Oui, absolument. On le voit depuis des années. Mais personne n'a regardé. Mais la réalité, ce qu'on a vu déjà depuis très longtemps, ça commence par le Japon, même Taïwan, la Corée du Sud. Ils sont en train d'investir beaucoup plus, soit en Asie du Sud-Est, mais maintenant même en Inde. Alors, c'est vraiment des gros investissements. Je dirais les États-Unis et l'Europe, ils ont 2 choix que, à mon avis, la Corée du Sud, le Japon n'ont pas. Ça, c'est d'un côté les reshoring, on voit IRA, etc., côté États-Unis. Nous, on sait que c'est trop cher de donner des subventions pareilles. Alors, moi, je pense que l'Europe, même s'il y a aussi, bien sûr, des différences dans l'Europe pour investir, mais je pense que l'Europe doit absolument trouver d'autres endroits où investir. Et on voit déjà que les enquêtes très clairement montrent que le reste de l'Asie devient très intéressant. La Turquie, Mexique, etc. Et ça veut dire que pour la Chine, c'est moins d'investissement. Pour ceux qui restent en Chine, qu'il y en a, surtout des entreprises allemandes, mais même d'autres, il sera absolument nécessaire de se localiser en Chine. Ça veut dire, et c'est important pour nous, d'avoir des fournisseurs en Chine, pas en Europe. Et ça veut dire aussi que l'innovation et même l'investissement, les CAPEX qui s'est produit en Chine, reste en Chine. C'est la Chine pour la Chine, le modèle Chine pour la Chine. Mais c'est un peu dangereux pour nous parce que ce sont des entreprises qui sont forcées, disons, à innover en Chine, à investir la recherche et développement en Chine. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de choix que faire ça, ou bien ils perdent le marché. Et s'ils ont investi beaucoup en Chine, ils n'osent pas le faire. Alors, il y a, disons, 2 modèles qui n'ont pas trop investi en Chine, et qui est là, reste et s'enfonce, disons, dans le écosystème chinois. On a beaucoup parlé du risque chinois autour de l'immobilier. On disait souvent que c'était pas loin d'un tiers du PIB chinois. Alors, à force de baisser, le PIB, l'immobilier, sa part dans le PIB doit baisser, j'imagine. Mais pour toi, Alicia, c'est quoi les grands challenges de l'économie chinoise 2024? Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller? On a évidemment l'immobilier, on a peut-être le crédit, on a peut-être l'endettement. C'est quoi les grands sujets pour toi? Moi, je dirais que l'immobilier, et ça c'est bien qu'on puisse dire ici, on a bien défini un rapport, c'est un peu le passé. C'est-à-dire vraiment c'est un grand risque, mais qui reste un risque, je pense qu'un risque, parce que les autorités chinoises ont compris. C'était trop important pour laisser tomber. Ils sont en train d'obliger les banques à emprunter aux compagnies de construction, immobilier, etc. Et les gouvernements locaux, ça c'est un grand risque pour 2024. Je vais finir pour dire la fuite de capitaux. C'est vrai qu'avec la Fed, disons, la Fed laisse un peu d'espace, mais il y a des capitaux qui partent au-delà de la Fed. C'est vraiment soit, bien sûr, l'épargne chinois qui est coincée en Chine, et c'est aussi les entreprises étrangères qui sont en train d'enlever de l'argent. Alors moi, je pense qu'il y a aussi un risque de bilan de paiement, finalement, en Chine, que la Fed peut, disons, soulager, mais pas résoudre. Très bien. Et si on devait se projeter pour terminer sur la Chine à 2024, donc quelles sont nos prévisions 2024 et dans 5-6 ans, tu la verrais où, la croissance chinoise? Oui, ça sera comme les États-Unis.
la Chine, avant, je dirais 2030, ça sera plus ou moins 2,100, plus ou moins comme ça. Ça veut dire que la Chine aura plus ou moins, avant 2035, 25 000 dollars par personne, qui n'est pas mal. Mais la taille de l'économie chinoise ne sera pas plus grande que celle des États-Unis. Ça veut dire qu'il faudra toujours parler de la compétition stratégique entre la Chine et les États-Unis. On va continuer chaque année chez nous et ailleurs. Désolé. Petite question pour l'apéro qui se profile. On a le taux de chômage chinois qui a arrêté d'être publié. On avait un taux de chômage qui était déjà 4-5 points supérieur au taux de chômage, par exemple chez les jeunes, 4-5 points supérieur à ce qu'il est en France typiquement. Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est un danger social? Est-ce que c'est quelque chose qui, avec les 4,5 de croissance autour qu'on devrait avoir en 2025, 2024, pardon, ça va se résoudre? Parce que si ta croissance elle va vers 3%, est-ce que ça ne devient pas un problème social? Je dirais que plus que le chômage, parce que le système chinois est beaucoup plus souple que le nôtre, c'est surtout la capacité d'achat des Chinois qui ne va pas augmenter. Et surtout, les contraintes et les soucis que les Chinois ont par rapport à leur futur, fera ainsi que même si la taille de l'économie chinoise arrive à celle des États-Unis, disons, avant 2035, peut-être moins grand, mais plus ou moins, la consommation sera beaucoup moins élevée. Parce que ça ne va pas augmenter, ça reste 35% du PIB. Surtout si la population chinoise se réduit très fortement et à partir de maintenant, on voit que ça... Oui, alors moi, je ne pense pas que ça soit le chômage, mais surtout la capacité d'achat qui ne va pas augmenter. Alors, j'ai évoqué des questions sur la Fed, la BCE et sur l'évolution des marges. On va en parler juste après dans la session dédiée au marché. Donc, merci Alicia, merci Nathalie, merci Jésus. Donc, si je résume un peu le propos, on est, nous, sur un scénario finalement 2024 qui est... on parlait d'atterrissage en douceur, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, on est sur une croissance européenne. Nous, contrairement au consensus, on est un peu plus fort en 2024 qu'en 2023. Ça ralentit évidemment aux États-Unis, sans doute assez sensiblement. On passe en année élection, donc moins de conso public, moins de conso privé. Et puis, Alicia le disait, en fait, on est dans la continuité de notre scénario, qui était 5% de croissance cette année, évidemment, parce qu'on post-Covid. On rebondissait post-Covid. 2024, on fait un peu ce qu'il faut pour être autour de 4,5. Donc finalement, l'économie mondiale se résiste pas mal, mais simplement, on a ces structures de production, d'échange, de globalisation qui changent vraiment structurellement. Et ça, on voit chaque jour des annonces dans ce sens-là. Le monde se ferme à lui-même, le monde se régionalise, ou en tout cas fonctionne en bloc. On en a parlé avec Vincent Lévitas juste avant. Il est urgent de se doter de moyens de faire du Made in Europa, une Made in France, même pourquoi pas pour ce qui est des métaux critiques, parce que le monde est en train de s'organiser. On n'aura pas toujours accès, on l'a vu avec la petite menace du gallium cet été. La Chine nous a rappelé que 94% de ce métal, c'est elle qui le processait. Donc il faut aussi qu'on s'organise. Donc ça tombe bien. Les initiatives de la France et d'Infravia sont intéressantes, je crois, à suivre. En tout cas, j'ai trouvé cet échange passionnant. Merci beaucoup pour la macro. On s'en tient là et on passe au marché pour essayer de répondre à une partie de vos questions. Merci beaucoup. Voilà. On se passe maintenant sur les marchés pour voir un petit peu qu'est-ce que pensez de tout ça en termes de marché, de banque centrale et de taux de change, de taux. Ce sera sans doute nous, on a fait une blague un peu moisie de l'année du rebond. Je pense que c'est l'année à nouveau sans doute du marché obligataire. Donc je suis ravi d'accueillir Émilie Tétard qui clôturera cette session, qui est notre spécialiste du cross asset. On a Théophile Legrand qui est encore un transfuge de la Banque centrale. On remercie nos banques centrales préférées d'accepter qu'on leur pique des talentueux analystes. Donc on va parler des bonds et de la Banque centrale européenne. Nordine Nam, qui est notre analyste que vous connaissez sur tout ce qui est taux de change. Si vous avez des questions sur les cryptos, c'est lui aussi. Et puis on a ouvert une session avec Thierry Cherel, qui est notre analyste sur le marché immobilier. Il nous semble que c'est vraiment
à la fois une classe d'actifs, mais c'est entre la macro justement et les actifs en particulier. C'est vraiment un des grands sujets de 2023 qu'il restera en 2024, je crois, le marché immobilier. J'ai envie de commencer par toi, Théophile, parce qu'on a parlé beaucoup d'inflation dans notre scénario. On voit l'inflation qui revient vers les 2% en 2025. C'est évidemment un pari, mais encore une fois, sans doute que l'inflation va rebondir un peu début 2024, mais quand même, on est déjà à 2,9, donc ça baisse même plus vite que ce que pensait la Banque Centrale Européenne. Donc si ça se poursuit, et c'était une des questions, est-ce qu'on n'est pas trop optimiste sur les banques centrales, Fed, BCE, sur la séquence? Est-ce que tu peux rappeler notre scénario sur la Fed et la BCE sur 2024? Alors sur la BCE, donc, le marché voit par rapport à nous des baisses de taux arriver bien plus tôt, donc dès le mois de mars-avril de l'année prochaine, alors que nous on voit une première baisse de taux en juin. Donc pour la BCE. Voilà, on a une différence de timing, donc on est un peu plus conservateur dans la mesure où il y a encore de l'incertitude sur les salaires et une incertitude sur ce ralentissement de l'inflation qui en fait permettrait à la BCE de baisser ses taux à partir du mois de juin. Et dans ce cas-là, on voit 125 points de base de baisse, donc une baisse de 25 points de base par réunion sur l'année 2024. Sur le scénario de la Fed, on pense que le marché, on est un peu plus agressif que le marché, car on voit des baisses de taux donc, arriver dès le mois de mai, et en cumulé, ça ferait à peu près 150 points de base sur l'année 2024. Merci Théophile. Et en termes du coup, si on a ces baisses de taux, alors on voit bien le marché obligataire. On a eu une performance au mois de novembre du marché obligataire mondial qui est de plus de 4%. Donc c'est des trucs qu'on n'a pas vus depuis maintenant plus de décennies presque, on va dire. En tout cas plus de 10 ans, ça c'est certain. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que ça va être l'année de la repontification? En général, quand on regarde tous les cycles de baisse des taux des banques centrales, c'est suivi par de la pontification. C'est déjà un petit peu le cas, mais est-ce que ça va être toujours une thématique à privilégier sur les marchés obligataires? Oui, donc les faits ont montré que oui, en période de baisse de taux, la courbe a tendance à se pontifier. Alors là, en plus du scénario, en tout cas, des baisses de taux qu'on voit sur l'année prochaine, il y a aussi un facteur qui va favoriser la pontification, c'est la réduction de bilan de la Banque Centrale Européenne et notamment une annonce avancée en fait d'une réduction de bilan du portefeuille sur le PEPP qui devrait arriver en fait dès l'année prochaine. Et ça forcément sur les taux longs, ça devrait un peu limiter cette baisse-là, alors qu'on voit une baisse beaucoup plus forte sur les taux courts avec le scénario de baisse de taux de la Banque Centrale Européenne. C'est quoi les risques pour toi sur le marché? On reste sur le marché obligataire, peut-être en particulier sur le marché européen. C'est quoi les grands risques de l'outlook sur 2024? Alors le premier risque, ça serait donc une inflation qui serait plus persistante que prévu. On aurait des difficultés à atteindre ces cibles de 2%. Donc ça impliquerait en fait un taux neutre un peu plus élevé et une banque centrale qui serait moins capable d'enclencher en fait ce cycle de baisse de taux. Et forcément, aussi bien la partie courte que la partie longue pourrait souffrir du fait de ce repricing massif. Donc ça, c'est un premier risque. Le deuxième risque, c'est que notre scénario macroéconomique est plutôt optimiste dans la mesure où on voit une reprise de l'activité en 2024. Si jamais on se rend compte que la Banque centrale est allée trop loin dans son resserrement monétaire et que ça impacte durablement l'activité, forcément il y a des risques à la baisse sur l'activité, mais aussi sur l'inflation. Et donc ça pourrait forcer la Banque centrale européenne à être bien plus agressive sur son cycle de baisse de taux. Et forcément, les taux longs devront baisser bien plus que prévu. Justement, sur les taux longs, pour rester là-dessus, c'est quoi nos scénarios sur les spreads souverains? On parlait tout à l'heure avec Jésus du risque italien qui finalement, au niveau macro, semble pour Jésus un peu sous contrôle. Toi, au niveau des spreads souverains, question sur l'Italie, mais pas seulement, comment est-ce qu'on voit les spreads souverains? Alors, les spreads souverains l'année prochaine devraient à la fois avoir des facteurs positifs et négatifs. Le facteur positif d'abord, c'est la baisse des taux longs qui devrait permettre en fait aux obligations souveraines périphériques de surperformer et de bénéficier en fait de ce bull market. Mais de l'autre côté, avec le resserrement supplémentaire quantitatif de la Banque centrale européenne via un QT, un quantitative tightening sur le PEPP, forcément ça va remettre de la prime de terme et donc ça peut engendrer un écartement des spreads souverains. Donc
couplé avec des émissions souveraines qui devraient être dynamiques aussi bien sur l'Italie, sur la France, le premier trimestre, en tout cas sur 2024, devrait avoir un peu de volatilité sur les spreads souverains, mais l'anticipation des baisses de taux de la Banque centrale devrait ensuite faire baisser ces spreads souverains. Il y a une petite question sur la pontification. Est-ce que les taux longs vont se baisser autant que les taux courts? Je crois qu'on a un petit peu répondu. Effectivement, la sensibilité des taux courts à la Banque centrale européenne risque d'être plus forte, d'autant plus qu'on a des effets supply en ce moment. On voit bien que les déficits étant ce qu'ils sont, on a des programmes d'émissions. Je pense notamment à la pente américaine où on a pas mal de programmes d'émissions qui font que la partie longue, la réponse à la question qui est posée, baissera sans doute moins que les taux courts. Mais si on reste sur les taux courts, peut-être pour passer à Nordine, on voit bien que le différentiel de taux, et ce qui est un peu le driver, ça tombe bien, c'était la théorie et en pratique ça se retrouve, que le différentiel de taux est ce qui explique l'évolution des taux de change à court terme. Là, dans le scénario qu'on est en train de décrire, Nordine, finalement, la BCE et la Fed, il y en a une qui baisserait dans le scénario, qui est assez agressif finalement, 125 BP de baisse des taux de la BCE, 150 de la part de la Fed, ça commence, il y en a une en mai, l'autre en juin, donc on est quand même dans l'épaisseur du trait de banque centrale qui se comporte à peu près pareil, même si Théophile l'a dit, il y a le PEPP, il y a peut-être les réserves obligatoires. Comment est-ce que vont évoluer, à ton avis, le dollar là-dedans? Qu'est-ce qui se passe alors pas seulement contre euro, mais comment tu vois le dollar? Alors déjà, le dollar, il a baissé énormément donc, au mois de novembre, 4% de baisse sur l'indice DXY, le panier contre 6 devises. Et la tendance devrait se poursuivre, peut-être à un rythme un peu plus léger l'année prochaine. Le différentiel de taux, certes, va être quasiment identique, puisqu'on a 150 BP côté Fed et 125 côté BCE. Mais au niveau des taux longs, on aura un peu plus, peut-être 30 à 40 BP. Mais ce n'est pas vraiment le point le plus important, c'est vraiment le différentiel de croissance et notamment le décalage de cycle. On va avoir donc une économie américaine qui va ralentir. Le point bas va être sûrement testé au deuxième trimestre de l'année prochaine avec un trimestre négatif, alors qu'en zone euro, on va être en phase de redémarrage et ce différentiel de dynamique de croissance va être assez bénéfique à l'euro au détriment du dollar qui va baisser contre toutes les devises. Là, donc, il a baissé contre l'euro, mais il a baissé encore plus contre les devises, dont notamment les devises à bêta élevé ou notamment les devises Como. Et c'est toutes celles qui ont bénéficié de l'amélioration de l'appétit pour le risque, liée donc à la baisse des taux longs américains et puis à la remontée des actifs risqués. Et alors l'euro dans tout ça, comment est-ce qu'on voit l'euro dans les prochains mois? Alors, l'euro, il devrait donc continuer de se redresser. On envisage 1,13 fin d'année prochaine, donc à la fois lié donc à cette dynamique qui serait un peu plus positive pour l'euro. Il y a aussi le fait que sur le dollar, donc, le positionnement du marché reste très long, même si ça a commencé à baisser un tout petit peu. Il y a des débouclements de positions longues euro-dollar qui devraient bénéficier à l'euro indirectement. Et puis après, il y a toujours, structurellement parlant, cet excédent courant de la zone euro qui reste important et qui est aussi bénéfique à l'euro. On a parlé du dollar contre l'essentiel des devises, on a parlé de l'euro. Il y a quand même une exception dans ce mouvement de baisse des taux généralisé qui est notre scénario pour 2024. Alors il y a la Russie, je le disais, il y a la Turquie qui sont dans un monde à part. Mais dans les économies majeures, je dirais, c'est le yen, le Japon. Alors je reviens du Japon. Voilà, tout le monde s'attend à une remontée, en tout cas une normalisation de la BOJ courant 2024. Qu'est-ce qu'on dit sur le yen de notre côté? Alors le yen s'est beaucoup déprécié tout au long de l'année. C'est lié donc à ce différentiel de taux US-Japon. Les taux longs japonais étaient capés à 0% il y a encore jusqu'à la fin de l'année dernière. Et depuis peu, donc, il y a un ajustement, cette politique de contrôle des taux longs. Mais bon, le spread a continué à augmenter. Ça s'est fait clairement au détriment du yen. Maintenant, la question, c'est est-ce que, avec la réduction des taux Fed Funds et des taux longs américains, est-ce que le yen va s'apprécier? Alors, on a vu que depuis un mois, il y a un petit décalage. La corrélation était un peu moins forte, mais un tout petit peu quand même, puisqu'on était à 152, on est à 146, 147 actuellement sur le dollar yen. Et on pense qu'il devrait continuer encore à baisser au cours de l'année 2024 jusqu'à 135, sachant qu'on s'attend à une normalisation de la politique de la BOJ. On aura peut-être un retour, donc un abandon des taux négatifs, qui sont actuellement à moins 0,1, retour à 0, et ça devrait permettre
un certain débouclage des positions short accumulées jusqu'à présent sur le yen et qui devrait être bénéfique donc au yen, sachant que parallèlement on a toujours cette baisse du dollar, cette baisse des taux longs américains. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont s'ajouter pour favoriser donc un dollar yen un peu plus bas. Ça a été une thématique de 2023. Est-ce que ça va être une thématique de 2024 ? Je te posais une question sur la dédollarisation. Finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, on en parlait avec Alicia, mais une économie chinoise qui structurellement, année après année, va ralentir, avec une population qui diminue, peut-être des comportements d'épargne qui vont changer du coup en Chine. Et on voit la Chine qui a vendu plus de 500 milliards de treasuries. On voit les Saoudiens qui ont vendu 45% de leurs réserves en dollars. Dans un monde, on en a parlé avec Vincent Lévita, où on va devenir plus électrique, donc plus local. Encore une fois, si vous produisez votre électricité à base de vent, de soleil, de biomasse ou de nucléaire, c'est plus local que quand vous importez du gaz, du pétrole et du charbon que vous payez en dollars. Est-ce qu'on va vers une dédollarisation selon toi, ou ça c'est vraiment un truc très très partiel, qui est pour plus tard, etc. Comment tu vois le truc ? Alors c'est une thématique qui revient régulièrement. Elle a eu lieu quand l'euro a été créé, elle a eu lieu en 2008 quand il y a eu la crise, et c'est pour ça que le Bitcoin a été créé, entre guillemets. Et elle a relieu à nouveau parce qu'il y a tous les problèmes géopolitiques avec le gel des réserves de la banque russe. Et voyant ça, donc beaucoup de pays, notamment les pays du BRICS, on cherche des parades pour réduire leur dépendance au dollar. Est-ce que ça va marcher ? Pour l'instant, on ne voit pas trop. Quand on regarde les réserves de change en dollars, restent quand même assez importantes, même si elles ont baissé. On est à 59. Les transactions en dollars ou en perte de fin par rapport au dollar sont autour de 88%, donc ça reste quand même toujours très important. Et puis les transactions aussi, SWIFT, sont toujours autour de 42%. Donc on ne voit pas non plus de grosse dédollarisation de ce côté-là. On voit effectivement des accords bilatéraux sur des swaps de change entre pays, mais c'est plus commercial. Et donc, par contre, on ne voit toujours pas de piste d'une éventuelle devise de réserve parmi les pays du BRICS. De ce côté-là, il n'y a pas encore pas la moindre ombre. Donc on ne voit pas de dédollarisation qui serait à venir dans les prochains mois, dans les prochaines années encore, même pas avant des dizaines d'années. On peut éventuellement penser que le dollar, la part du dollar va diminuer un tout petit peu avec des blocs de devises, mais on ne voit pas le yuan s'internationaliser beaucoup, ce n'est pas vraiment une devise convertible, il n'y a pas de déficit courant. Il y a pas mal de freins encore pour voir apparaître vraiment une devise qui pourrait faire de la concurrence au dollar actuellement. Bon, puis on parlait beaucoup des modèles alternatifs des BRICS. On avait ce projet entre le Brésil et l'Argentine. Ça ne prend pas le chemin. Alors, on n'aura sûrement pas une dollarisation de l'économie argentine, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un petit pushback sur l'idée de créer une monnaie commune Brésil-Argentine. Petite dernière question, justement, en 2024, on va peut-être voir une accélération de l'histoire sur les CBDC, sur les monnaies banques centrales, sur le Bitcoin qui atteint des records. Alors, j'imagine que c'est plus l'effet de l'ETF, mais un petit mot peut-être sur la digitalisation de la monnaie 2024. Tu penses qu'on va avoir une accélération de l'histoire ? Déjà, le Bitcoin, on est à 42 000 actuellement. C'est lié, donc, entre autres, à la C'est beaucoup pour quelque chose qui doit aller à zéro, quand même. Ouais. Alors, c'est lié donc, à la fois donc, à la perspective de voir un ETF Bitcoin aux États-Unis et puis d'autres. C'est BlackRock qui pourrait lancer ce premier ETF. Et ensuite, il y a aussi un effet raréfaction dans le sens où l'année prochaine, les émissions de Bitcoin vont diminuer par 2. C'est ce qu'on appelle le halving. Et ça va aussi réduire. Et puis, il y a une demande toujours un petit peu structurelle. Il y a toujours MicroStrategy qui a encore acheté 600 millions de dollars de Bitcoin. Et ça contribue à tirer un petit peu les prix vers le haut. Ça peut continuer. Si, en plus, le dollar continue à baisser doucement mais sûrement, ça peut favoriser un environnement favorable. Sachant qu'il y a un assainissement. On a vu Binance a été attaqué et donc va régler une grosse ardoise de 4 milliards au gouvernement américain. Donc si tous les garde-fous sont mis en place, ça peut éventuellement jouer un tout petit peu à la hausse, sachant qu'encore une fois, c'est vraiment l'offre et la demande. Là, il y a l'offre qui va diminuer, la demande qui était faible jusqu'à présent et qui pourrait faire revenir tous ceux qui attendaient, entre guillemets, de voir un petit peu les choses évoluer.
Merci Nordine. Je passe à toi, Émilie. Donc on voit bien qu'il y a le King Dollar qui perd un peu de sa superbe là, en 2023, qui pourrait continuer à le faire en 2024. Théophile nous parlait de baisse des taux. Avant qu'on parle immobilier, toi, si on regarde les grandes classes d'actifs, c'est quoi les actifs à privilégier dans cet environnement de pivot des banques centrales qui ont atteint sans doute leur point haut de hausse des taux? Alors, on pourrait bien avoir cette année un environnement qui est favorable pour toutes les classes d'actifs, finalement, entre la désinflation, le soft landing, le pivot des banques centrales. Et c'est vrai qu'on rejoint un peu les clients, ce que les clients nous disent dans le sondage qu'on leur a posé. Nous aussi, on est assez optimistes, finalement, sur toutes les classes d'actifs, enfin, sur les principales classes d'actifs. On pense peut-être que l'année prochaine, toutes les classes d'actifs pourraient progresser. En plus, un autre élément qui est une bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on s'attend à voir la corrélation entre ces classes d'actifs reculer aussi. Notamment, si vous regardez la corrélation entre les actions et les obligations, c'est mon graphique suivant. C'est qu'en fait, cette corrélation, elle est très positive en fait depuis le retour du risque inflation. Mais on peut s'attendre avec un focus l'année prochaine qui va peut-être passer un peu moins de l'inflation et un peu plus vers la croissance. On peut s'attendre à voir cette corrélation revenir vers des niveaux un petit peu plus neutres. Et ça, c'est quelque chose qui plaide encore plus pour revenir vers des allocations plus diversifiées. Actions ou obligations, maintenant, nous aussi, un peu comme les clients, on est plus à préférer l'obligataire cette année que les actions. Il y a évidemment le carry de l'obligataire, mais bon, le carry de l'obligataire, il est surtout attractif côté dollar déjà. Si vous êtes un investisseur européen et que vous enlevez le coût du change, il faut déjà retirer entre 1,5 et 2% de carry. Donc voilà, c'est déjà quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et si vous le regardez aussi par rapport à l'inflation, le carry réel de l'obligataire souverain, il est un peu moins attractif aussi. D'où d'ailleurs l'intérêt du crédit ou, comme Théophile a évoqué, des BTP par exemple. Mais en fait, pour nous, c'est surtout du côté finalement du directionnel taux que les choses vont se jouer sur l'obligataire. Mes collègues côté stratégie taux, ils voient par exemple le Treasuries 10 ans 100 BP en dessous de ton niveau actuel. Donc 100 BP avec une duration de 8, ça vous fait 8% que vous pouvez ajouter au portage. Et donc en fait, ce genre de mouvement, ça pourrait très bien permettre à l'obligataire d'offrir des performances supérieures à celles des actions l'année prochaine. Oui, ça c'est justement, on parle des actions quand on voit le taux implicite du S&P qui doit être à 4,5 et on voit les taux américains qui sont largement au-dessus de ça, le crédit encore plus. Du coup, sur le marché d'actions, on a envie de dire l'obvious trade, c'est pas forcément les actions, mais c'est quoi nos vues sur le marché equity? Alors sur les actions, on est modérément optimiste quand même, déjà parce qu'on ne voit pas de récession. Donc voilà, c'est quelque chose quand même, si on a regardé les précédents cycles de resserrement monétaire, c'est ce qu'on voit sur le graphique. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est clé, c'est que quand on n'a pas de récession, en moyenne, les actions, après les dernières hausses de la Fed, elles peuvent continuer de performer. En revanche, effectivement, côté macro, il va y avoir quand même pas mal de freins. La désinflation, c'est une bonne nouvelle, mais pour les actions, pour les entreprises, c'est quand même aussi un risque sur les marges. Avec en plus un contexte macro, un ralentissement de la demande. Voilà, c'est un risque pour nous qui est quand même assez fort et qui n'est pas forcément pricé aujourd'hui. Le consensus, le consensus IBES attend 11% de hausse des earnings du S&P 500, 6% pour les actions, pour l'Eurostoxx 50. Donc voilà, pour nous, il y a quand même un risque de révision baissière au cours de l'année, comme on le voit souvent d'ailleurs, des anticipations des analystes. En revanche, côté Valo, il y a quand même il y a quand même des facteurs de soutien. Il y a quand même des facteurs de soutien marqués pour les actions encore, avec un contexte de baisse des taux réels, d'assouplissement monétaire. On voit qu'il y a encore quand même des potentiels segments où les valos peuvent progresser côté action. On avait une question justement sur les marges. Nous, est-ce que les marges peuvent rester? Willy vient de répondre un peu à la question sur le niveau des valorisations actions. Mais effectivement, on est sur des niveaux de marge qui ont atteint des records
record. On était à l'année 2023, on a vu des taux de marge en France qui étaient au plus haut depuis 1947. On a des taux de marge records aux États-Unis. Évidemment, quand on est sur des niveaux de marge au-dessus de ce qu'ils étaient pré-Covid, encore aujourd'hui en Europe, on peut imaginer que le chemin le plus probable est celui d'une normalisation des marges. Et en plus, on voit une petite accélération, un rééquilibrage du partage de la valeur ajoutée en faveur des salaires, etc. On voit bien que sinon, la consommation ne suivra pas de la part des consommateurs et donc les prix vont devoir baisser, donc les marges souffriraient. Donc on est nous quand même plutôt à l'idée que les marges vont être sous pression pour répondre à la question. Peut-être pour finir avec toi, Émilie, on a quelques questions des auditeurs et puis ensuite, avant ça, je voudrais qu'on passe sur l'immobilier. Du coup, pour l'année prochaine, c'est quoi les grandes thématiques qu'il faut qu'on regarde là, en termes de, si on raisonne de grandes classes d'actifs, et on parlera de l'immobilier en particulier après, mais c'est quoi sur toi les grandes thématiques 2024 ? Alors, on ne peut pas ne pas parler des techs déjà. Les techs, en fait, les big tech US, elles sont pas si mal positionnées face au risque macro. Elles ont des marges confortables justement sur la question des marges. Elles ont des réserves de cash aussi. Donc elles peuvent continuer à progresser dans un environnement la valorisation de te fait pas peur. Plus faible. Et si, justement. Alors la valorisation, j'allais y venir. Effectivement, et en fait, c'est pas tant les risques macro qui vont jouer sur les techs. Pour moi, c'est plus des risques de mauvaises surprises avec les valos qui sont extrêmes. On a vu déjà un peu ça la dernière saison de résultats et ça pourrait continuer à se produire. C'est qu'il y a quand même des risques micro qui vont peut-être arriver un jour. Il y a aussi les risques politiques, géopolitiques. Alicia les a évoqués, les tensions Chine-US. On sait que pour ces secteurs qui sont quand même très exposés, c'est pas très bon. Et c'est une année électorale aux US, donc il y a quand même pas mal de risques plus idiosyncratiques côté tech US, sachant que les indices principaux du marché américain sont quand même très concentrés. Vous avez 50% à peu près de la volatilité du S&P 500 sur 10 actions. Et pour le Nasdaq, c'est 60%. Donc, et plus de 80% de la perte. Effectivement, pour l'instant. Donc voilà, diversifier hors des techs, c'est aussi quelque chose qui va être super important l'année prochaine. Et en fait, il y a la question des valos, effectivement. Si on a un scénario de soft landing, c'est peut-être le truc à jouer l'année prochaine. C'est le rattrapage des valos, parce qu'en revanche, hors tech, il y a quand même encore beaucoup de rattrapage possible sur, sur beaucoup de segments de marché. Si vous regardez, c'est le graphique qui s'affiche, mais si vous voyez le S&P 500 équipondéré, il est proche de ses niveaux médians en termes de valorisation par rapport à l'historique. Donc jouer le reste. Si on a un scénario un peu plus de ralentissement plus marqué de la croissance, on a encore toujours un mix défensif et qualité qui est peut-être le meilleur choix à faire aussi. Bon, tu es un bon asset allocateur parce que discuter allocation de portefeuille sans qu'on vous dise qu'il faut diversifier, ce ne serait pas la théorie optimale du portefeuille ne serait pas respectée. Donc merci Émilie, on voit bien. Mais quand même assez constructif sur les actions, je trouve. C'est intéressant. Alors, il faut parler quand même de cet actif immobilier. On en a parlé avec Alicia juste avant. C'était quand même un des gros sujets de la croissance immobilière, de la croissance chinoise du secteur immobilier. On a parlé ce matin et effectivement, c'est un gros sujet aux États-Unis finalement. L'immobilier commercial. Quand est-ce que l'immobilier atteint son point bas ? Ça a été quand même, et c'était un peu évident, j'ai envie de dire, que quand vous montez les taux comme jamais de l'histoire de la BCE, comme jamais depuis 40 ans en banque centrale, l'actif qui historiquement subit le plus, c'est l'immobilier. Ça n'a pas fait exception. Quand est-ce qu'on voit le point bas de ce segment-là, Thierry, notre spécialiste du marché immobilier ? Ouais. Merci Jean-François pour la question. Alors nous, on pense qu'il y a un effet de retard typiquement des taux par rapport à l'immobilier, 6 à 9 mois en règle générale, le temps qu'une transaction se fasse, typiquement qu'elle enregistre le nouvel environnement de taux. Donc ouais, c'est très, très corrélé, mais ce qu'on voit, ce qui est très intéressant, c'est que depuis 5-10 ans, il y a une polarisation des secteurs et même à l'intérieur des secteurs maintenant, ce qui rend finalement l'immobilier beaucoup plus en lien avec l'actif réel qu'il est, plus qu'avec les marchés financiers. Et la décomposition qu'on voit entre les trois grands secteurs qu'on regarde, la logistique, le commerce, les centres commerciaux essentiellement, et les bureaux, c'est que sur la logistique, on pense que le point bas a déjà été atteint finalement, mi-année. Donc fin juin 2023, on avait fait moins 18% par rapport à fin juin 2022. Donc ça allait très vite, ce sont des acteurs qui ont corrigé très très vite. Et là, sur le troisième trimestre, les dernières données qu'on a, c'est une remontée de 0,4. C'est un rebond qui est lent, mais sur un trimestre pour l'immobilier, c'est assez intéressant à regarder. Donc on pense que ça va continuer sur 2024.
Sur les centres commerciaux, alors les bons centres commerciaux, ceux qui sont très fréquentés, on a un scénario où on pense qu'on va avoir encore une légère flexion et une remontée sur 2024, ce qui va faire que 2024 va rester relativement flat. Surtout si Nathalie a raison et qu'on regagne du pouvoir d'achat et donc que la consommation... Alors c'est vrai, et c'est ce qui me fait dire qu'aux États-Unis, pour rester sur l'Europe après, mais sur les États-Unis, la flexion des consumer sales me fait douter de ce que je vois en Europe. En Europe, ça tient un peu mieux, mais bon, à suivre. Mais du coup, oui, sur les centres commerciaux, on pense que le point bas donc, arrivera premier semestre 2024 et ça aura fait une baisse de moins 13% par rapport au pic, enfin au point haut de juin 2022. Et pour les bureaux, il faut séparer le bon grain de livret. Donc là, c'est vraiment, on se pose la question, quel est le bon grain? Le bon grain, c'est les bureaux qui sont simples d'accès, qui sont donc centraux, qui sont dans un bon état, si possible, rénovés, voire restructurés, voire neufs. Et avec, si possible, dans la plupart des cas, quand c'est rénové, c'est le cas, mais avec une certification environnementale qui attestent des performances énergétiques notamment. Et en fait, ces biens-là, on pense qu'ils vont atteindre leur point bas deuxième semestre 2024. Ça aura fait une baisse de 26%, on pense, par rapport au point haut de juin 2022. Ça fait beaucoup, même pour ces biens-là qui profitent finalement de la situation actuelle. Ce sont les gagnants du télétravail. Les perdants, en revanche, eux, on pense que la baisse arrivera bien après 2024. Le point bas. Tu parlais effectivement de télétravail, on voit dans les taux d'occupation des bureaux sur les 10 plus principales villes américaines, on est encore à 50% malgré tout ce qu'on peut entendre sur le retour au bureau. C'est maintenant une tendance lourde, c'est ce que veulent les nouveaux entrants sur le marché du travail à 90% quand on les interroge. Donc on sent bien que cette structure du marché du travail, elle est là pour durer, qu'on le veuille ou non. Est-ce que ça, pour toi, c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui déjà dans les prix des bureaux ? Dans les prix des bureaux, je pense que ça ne l'est toujours pas parce que justement les investisseurs sont un peu... Bon, déjà les financeurs, parce que les investisseurs achètent avec des financeurs. Les financeurs ont vraiment peur du bureau. Aux US, en Europe un peu moins, mais quand même. Et en fait, les financeurs ne font pas encore bien la distinction entre ce qui va être le bureau qui va rester, qui va survivre demain. Ils commencent, hein, les meilleurs y arrivent. Les investisseurs, du coup, sont dans un schéma pas d'éviter le bureau, mais de réallocation de leur patrimoine. Et du coup, typiquement, ils vont vers la logistique encore. Ils y allaient déjà lorsque le taux de pénétration, ou plutôt la part de marché du commerce en ligne est passé aux alentours de 8% en 2017-2018 à 16%, 17% même au pic de 2021. C'est sûr que ça a fait beaucoup de mal aux centres commerciaux, beaucoup de bien aux entrepôts. Ça a fait une réallocation. Ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant, il y a une réallocation aussi vers les centres commerciaux. C'est pour ça qu'on pousse un peu ce secteur, parce qu'on pense que maintenant, c'est un secteur qui, certes, doit toujours faire face à cette concurrence du commerce en ligne, mais qui va être beaucoup moins importante à l'avenir. Et dans le même temps, qui propose des niveaux de rendement très élevés. Notamment, on est en train de sortir une étude sur le Royaume-Uni, des actifs qui sont de bonne qualité, qui ne sont pas les meilleurs, mais de bonne qualité, à 12% de rendement. Donc ça permet de voir venir. Ah oui, 12%, voilà. On va peut-être battre l'obligataire, attention. Je suis obligé de poser des questions sur le résidentiel. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. On a des questions notamment sur la durée l'idée de rallonger la durée à 27 ans et l'impact finalement sur le bilan bancaire. Est-ce que les banques sauront faire ça? Donc il faut que je te pose la question sur le quid de résidentiel. Moi, le petit élément que j'aurais tendance à quand même à mettre en avant sur ces questions-là, c'est que ce qui a sans doute expliqué, on est toujours dans l'œuf et la poule dans l'immobilier résidentiel en Europe, avec la forte remontée des taux. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus une question de demande, de solvabilité des prêts. Et si on est dans notre scénario que décrivait Théophile d'une baisse des taux assez massive, finalement, à 125 BP de la part de la BCE, probablement que le secteur bancaire va vouloir capter des taux quand même un petit peu plus élevés. Mais toi, c'est quoi la vision sur le résidentiel, finalement, dans ce contexte? C'est vrai que quand on parle du résidentiel, qui est un sujet déjà autrement plus politique et sur lequel les acteurs se positionnent différemment et du coup le message qu'on veut délivrer est différent si on veut parler aux financeurs, aux investisseurs, etc. D'abord, en tant qu'analyste immobilier, on regarde l'évolution des prix et ensuite après on peut parler des volumes éventuellement. Sur l'évolution des prix, nécessairement, si on regarde ce qui s'est passé sur les taux et notamment les taux bancaires cette fois-ci, qui ont eux-mêmes un retard sur les marchés de taux, on voit que ça a désolvabilisé une grosse partie de la demande, mais que dans le même temps, les investisseurs, comme dans un phénomène de désinflation, on préfère attendre plutôt que d'acheter. Donc ceux qui sont obligés de vendre,
le font avec des pertes de valeur assez importantes. Et finalement, c'est difficile de tirer une moyenne de tout ça, puisqu'il y a d'autres phénomènes qui rentrent en ligne de compte. Encore une fois, les actifs réels. Et typiquement, ce qu'il faut garder à l'esprit sur le résidentiel, c'est pour la France notamment, c'est le durcissement de la réglementation qui fait que le DPE est de plus en plus pris en compte par les acheteurs et ça en fait des décotes très importantes sur les notations F et G. Donc ça rend les moyennes compliquées. Et après, à l'intérieur de ça, on voit que par ville, il y a encore des prix qui continuent de monter parce qu'il y a une attractivité particulièrement touristique, peut-être favorisée par le fait que le Airbnb est toujours possible, ce qui fait que c'est difficile si on se place du point de vue du prix. Maintenant, du point de vue du financeur, je pense que toutes les banques doivent se poser la question de se dire comment à la fois profiter de la situation, de pouvoir prendre plus de marge et en même temps capter des nouveaux clients. Et c'est là que je pense qu'il y a une concurrence qui fait que les marges des banques ne vont pas être en augmentation particulière. C'est mon simple point de vue d'analyste immobilier. Et alors, on avait cette un peu prévision cette année du baisse des prix autour de 5%. Finalement, on voit que c'est plutôt un minimum et que ça va un petit peu au-delà de ça dans un certain nombre de segments, de villes. Et je dirais en général, on va sans doute finir l'année avec depuis le pic un peu largement, enfin un peu supérieur à ça en baisse. 2024, tu verrais quoi comme évolution des prix de l'immobilier résidentiel? Je parle de la France. Résidentiel. Alors, en fait, alors là, je fais référence aux travaux des économistes BPCE qui sont bien meilleurs que moi, mais sur lesquels ils m'ont éclairé sur leur vision. Clairement, c'est un marché beaucoup plus lent. Sur la France, on a un marché où il y a beaucoup moins de force sellers, beaucoup moins de vendeurs forcés, parce que tout simplement, la France est peut-être le champion mondial en termes de part de prêts à taux fixe, qui est la première source de vente lorsque les taux remontent très fortement. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de vendeurs forcés. Les gens peuvent attendre. Et cette capacité à pouvoir attendre fait qu'on peut reporter finalement la baisse de prix. Donc ça peut mettre un peu plus de temps. D'autant plus que si vous vendez pour racheter, vous allez avoir des coûts de financement plus élevés. Donc, oui, alors il y a quand même des sujets. Typiquement, en logement, on se pose la question de la démographie. Et quand on passe d'un logement pour un ménage qui a un enfant ou qui n'a pas d'enfant, qui veut en avoir un, qui s'agrandit, en fait, c'est quand même intéressant de payer moins cher son logement en le vendant moins cher le plus petit, parce que finalement, on achète plus grand. Donc si on vend quelque chose de petit pour acheter quelque chose de plus grand, unitairement, on est gagnant. Ça, c'est des réflexions qui rentrent en ligne de compte, mais je pense que la solvabilité passe en premier. Merci beaucoup Thierry, on va s'en tenir là pour cette session, le temps, voilà, on arrive à la fin de cette session pour respecter le timing, donc merci de nous avoir suivis. Je résume le propos, si vous voulez. Sur la macro, je répète, très rapidement, je l'ai déjà fait, on est sur un atterrissage finalement vers une croissance plutôt proche de un peu plus de 1% aux États-Unis, donc ça ralentit cette année un peu exceptionnelle de 2023, surprenante. Ça commence, on rentre en année électorale avec tous les challenges qui vont être associés à ça aux États-Unis. Europe, on est plutôt à un petit rebond on regagne du pouvoir d'achat, les banques centrales, l'inflation vont moins mordre sur la croissance européenne, si tant est que notre scénario d'une crise énergétique qui est toujours derrière nous et qui finalement on la gère de mieux en mieux, ne plombe plus l'Allemagne qui était très énergético-intensive, on va dire, en mauvais français. Et donc ça devrait permettre à l'Europe de rebondir. Et puis, ralentissement de la Chine vers les 4,5, c'est une continuité de ce mouvement du ralentissement chinois qu'on voit vers 3, puis peut-être 2% plus tard. On a tout ce sujet, ce chantier de la souveraineté énergétique. On en a parlé avec Vincent Levita et le fonds un peu souverain qui est en train de se monter sur les métaux critiques dont on a absolument besoin pour réussir cette transition énergétique. Et justement, on parle encore de nearshoring, d'être de plus en plus made in Europe. Et ça passera par les métaux. Je crois que Vincent nous a donné beaucoup d'indications là-dessus. Et puis sur les marchés, si je traduis, c'est évidemment l'année du rebond. Je ressors ce titre, c'est l'année de l'obligataire. À partir du moment où on va avoir des baisses de taux massives un peu partout, enfin massives en tout cas substantielles, ce sera évidemment l'année de l'obligataire, ce sera l'année du crédit, mais pas seulement. Et il nous a dit que ce sera sans doute aussi finalement pas si négatif que ça sur les actions et même les techs qui sont leveragés. Attention, c'est pas si évident que ça. Nordine nous a bien expliqué que c'était pas vraiment la dédollarisation, mais en tout cas cet affaiblissement généralisé du dollar qu'on a commencé
savoir, devrait se poursuivre l'année prochaine, et notamment contre JPY, contre le yen. Et puis le marché immobilier, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a plein de challenges. Vous voyez, c'est bien un truc très différencié entre les différents segments. On n'a sans doute pas vu complètement le bout de la baisse du marché immobilier résidentiel pour répondre aux questions. Encore une fois, il y a un petit temps de transmission qu'évoquait Thierry Cherel juste avant. Mais sans doute que 2024, quelque part, sera sans doute moins tendu qu'en 2023, à partir de la deuxième partie de l'année, selon toute probabilité. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Le site web, on a une publication qui va sortir à l'appui, comme d'habitude, de cet Outlook 2024 avec toutes nos vues, tous nos graphiques, toutes nos données. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse discuter plus avant de tout ça avec vous, comme on aime le faire. Merci, à bientôt.